Alors, les amis, posons-nous la question qui tourmente un nombre énorme de gens. Pourquoi ai-je dans ma vie tout ce qu'il faut pour être heureux, mais je n'arrive pas à être heureux? Où sont les couleurs de la vie? Où est tout ça, ce pourquoi je vis? Il semble que j'ai une moitié. Elle est bien ma moitié. Si belle, si agréable. On se tient la main. Apparemment, on s'aime. J'ai une occupation, quelque chose que je fais, un travail et autre chose. Ma santé semble être là, les bras en place, les jambes en place. Je n'ai pas de cancer. Je n'ai pas de diabète à l'état prémortel. Je n'ai pas 60 ans, ni 70, 20, 30, peut-être 40. Dans tous les cas, c'est un point normal de la vie. Au minimum, je devrais ressentir des émotions positives. Mais elles ne sont pas là. Elles ne sont pas là. Putain. Donc, si on y pense, j'ai tout pour être heureux. Les amis, et maintenant, attention, la question. Je vais vous la poser. D'où avez-vous pris ces marqueurs? Comme marqueurs du bonheur. Réfléchissez. C'est imposé. Si tu te poses la question, d'où je sais que ça doit me rendre heureux? Tu comprendras que c'est ce que tes parents t'ont expliqué. Ça, on le montre tout le temps dans les films. La société l'impose. C'est imposé. Donc prenons ça tout de suite et analysons. Le fait que tu n'as rien pour le bonheur. Parce que ce que tu choisis comme marqueur du bonheur, c'est pas à toi. Nous devons encore déterminer ce qui est ton marqueur de bonheur. Ce que tu as choisi pour toi, ce n'est pas à toi. C'est imposé. Donc, rejette tout de suite la question que j'ai tout pour être heureux. Rejette. Maintenant, nous allons chercher s'il y a chez toi ce qu'il faut pour être heureux. Rejette ça tout de suite. Rejette ça tout de suite. Ensuite, prenons avec toi le deuxième point. Qu'est-ce que le bonheur? Réfléchissons-y. On peut prendre la définition du bonheur comme l'interprétation d'un philosophe, d'un écrivain, d'un autre. J'aime ma définition du bonheur, parce que c'est la mienne. Cela me convient mieux. Pour moi, le bonheur, c'est la réalisation maximale de mon potentiel biologique. Nous ne devenons heureux que dans le processus de réalisation de nos caractéristiques individuelles. Soit nous connaissons ces caractéristiques individuelles et les suivons, soit nous ne les connaissons pas et devenons malheureux. Nous ne pouvons obtenir du plaisir et de la joie dans cette vie qu'en nous engageant dans des activités que nous réussissons. Comment peut-on obtenir du plaisir et de la joie de ce que l'on ne réussit pas? Tu es un combattant professionnel et tu perds chaque combat auquel tu participes. Sans défaite. Tu aimes faire ça? Non, tu n'aimes pas. Tu aimes peindre si tu ne sais pas peindre? Non, tu n'aimes pas. Par conséquent, nous ne pouvons obtenir du plaisir, de la joie, ressentir du bonheur, une poussée de force, d'énergie, qu'en faisant ce que nous réussissons. Attention, question. Qu'est-ce que nous réussissons alors? Nous ne réussissons que ce pourquoi nous avons des prédispositions. Nous avons des prédispositions biologiques. Formons un ensemble complet, un wagon qui s'attache à notre ceinture. Je ne peux être heureux, ressentir de la joie et une poussée de force que lorsque je réussis ce que j'aime. Et je ne réussis que ce pourquoi j'ai mes prédispositions biologiques. Attention, question suivante. Alors, comment connaître mes prédispositions biologiques? Très simple. Il existe un certain nombre de typologies que vous pouvez utiliser. En réalité, chaque personne, selon son niveau de développement, a sa propre typologie. Si vous ne recevez l'information que sous la sauce d'une mythologie, d'un occultisme, d'une religiosité, alors, en principe, des écritures religieuses, des enseignements, des idées vous conviendront. Parce que le problème est que toute l'information, la connaissance, est dénuée de sens sans les moyens de pénétrer dans la conscience humaine. L'information est une cargaison précieuse, et la manière dont l'information pénètre est le navire sur lequel cette cargaison précieuse passe d'un point à un autre. Si vous êtes une personne dont les valeurs de vie incluent l'occultisme, la religiosité, les troubles de la personnalité, la méditation vous conviendra. Il faut partir de vos valeurs. Si vous vous sentez dégoûté par l'occultisme, dégoûté par la religiosité, par des mots comme gourou, spiritualité, karma, etc., alors les typologies que j'utilise dans ma pratique vous conviendront. La psychologie systémique vectorielle. Bon, j'en utilise deux pour l'instant. Je ne prendrai pas d'autres.
Utilisez n'importe quelle typologie de la personnalité qui vous plaît. De l'astrologie à la sociologie, au human design, aux configurations runiques de la personnalité, à la chiromancie, peu importe. L'important est que cette typologie soit correcte. Comment savoir si elle est correcte? Pour moi personnellement, elle doit reposer sur une base biologique, sur un fondement biologique humain. Mais même si vous n'êtes pas d'accord, si votre esprit est en désordre, comment déterminer si une typologie est correcte ou non? La personne qui vous initie à une typologie de la personnalité doit être capable soit de montrer votre comportement passé, soit de prédire l'avenir. Par exemple, quelqu'un dit « Je suis un maître du human design ou de l'astrologie. Je peux te décrire qui tu es. » Alors posez-lui une question concrète. Par exemple, comment aurais-je agi dans telle situation? Une situation qui s'est déjà produite. Et laissez la personne répondre. Si elle répond incorrectement, allez voir un autre spécialiste, car il ne comprend rien. Car le degré de précision et de pertinence d'une connaissance réside dans la capacité à parler du passé, ce qui s'est réellement passé, et à prédire l'avenir. S'il peut prédire votre comportement et vous parler de ce que vous avez déjà fait, alors la personne est compétente et la typologie qu'il propose est correcte. Vous pouvez l'écouter, et il doit y avoir des questions très concrètes, des situations précises. Pas du genre, vous êtes une personnalité mystérieuse et profonde. De plus, prêtez attention précisément aux moments désagréables. C'est une information très précieuse en réalité, car personne ne parle de la façon de choisir une typologie qui me convient. Comment choisir un spécialiste? Beaucoup de gens tombent dans le piège des compliments et de la flatterie. Lorsqu'on dit à une personne ce qu'elle veut entendre, et elle commence à croire tout le reste de ce qu'on lui dit, et à croire cinquement en la valeur absolue de cet enseignement, parce qu'on lui a donné ce qu'il veut. Et maintenant, il est prêt à croire avec plaisir que oui, je suis une personnalité profonde. Oui, je suis spirituel. Oui, je suis très sensible. Beaucoup, 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 beaucoup. L'outil le plus puissant, actuellement, que j'utilise, c'est la psychologie vectorielle systémique. Tu as un tel ensemble vectoriel, et c'est très clair et compréhensible pourquoi comme ça, comme ça, comme ça. Les vecteurs, ils sont aussi biologiquement liés les uns aux autres. Les vecteurs, selon la psychologie vectorielle systémique, correspondent aussi très clairement à la biologie. Oui. Par exemple, le vecteur rétral et le vecteur anal. Le vecteur rétral a une thermogénèse accrue, la thermogénèse. Le vecteur anal a une thermogénèse réduite. Le vecteur cutané anal, oui. La structure corporelle, comment le corps change, combien d'eau le corps accumule. Le vecteur oral visuel, on le voit immédiatement, c'est écrit sur le visage d'une personne, ce qu'elle fait. Ce à quoi elle s'occupe, une personne orale a plus de récepteurs gustatifs de villosité. Selon le système de psychologie vectorielle, des conférences de Tolkachev, des conférences de Bourlan, des conférences de Ionev, regardez quelle présentation vous convient le plus. Étudiez-les toutes, oui, c'est-à-dire qu'en obtenant la typologie de votre personnalité, vous recevrez un manuel pour configurer votre psychisme. Par exemple, je peux dire de moi que la réponse psychique des personnes avec lesquelles j'interagis est absolument cruciale pour moi. Précisément psychique, c'est-à-dire que je dois voir un retour. Je dois voir un retour. Si je ne vois pas de retour, mon niveau d'énergie baisse. Mon désir de vivre diminue. Ce qui est intéressant, oui, pas les ressources que je reçois de mes activités, pas l'argent, pas la reconnaissance sociale, pas d'autres avantages, mais précisément la réponse émotionnelle. Précisément la réponse émotionnelle. Et c'est quand je reçois une réponse émotionnelle que j'aurai les couleurs de la vie. Et tout, et tout, et tout. Amis, notre problème en tant que personnes qui ont perdu les couleurs de la vie est que nos paramètres sont déréglés. Nous pensons que nous savons ce dont nous avons besoin pour être heureux, parce que c'est ce qu'on entend partout. Oui, c'est ce qu'on entend partout. Partout on dit, les parents disent, tu as des bras et des jambes. Pourquoi te plains-tu de la vie? Tout va bien. Tu as un diplôme universitaire. Tu es stupide. Il y a quelqu'un en Afrique. C'est aussi un format de réponse émotionnelle quand les gens m'envoient des remerciements. Alors j'ai plus d'énergie, plus d'envie de fournir de la valeur. En Afrique, les enfants meurent de faim. Ils n'ont même pas d'eau à boire. Et toi, tu es assis dans un appartement chaud et malheureux. Et malheureux parce que chaque personnalité
Chaque individualité a son propre système de coordonnées qui rend heureux. Tu es assis là. Tu gagnes beaucoup d'argent. Tu as apparemment tout. Un appartement, des hobbies. Mais il n'y a pas de couleur dans la vie. Pourquoi donc il n'y a pas de couleur dans la vie? Ça ne me motive pas. Il n'y a pas ça. Je me lève le matin avec l'envie de comment. Comment pouvoir me lever plus tôt? Commencer à faire. Je ne veux pas dormir. Je ne veux pas mourir. Parce que vous ne connaissez pas vos besoins individuels. Vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Par exemple, une personne gagne de l'argent et pense « Mais c'est quoi ce bordel? J'ai 300 à 500 000 par mois, mais je ne me sens pas heureux. Je devrais me sentir heureux. » Pourquoi? Parce que pour une personne, la valeur principale n'est peut-être pas l'argent, mais une ressource psychique, ou par exemple, la reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'il n'est pas si important pour une personne d'être riche que d'être reconnue dans la société. Ce sont des choses différentes. Avoir la reconnaissance dans la société et être riche. Par exemple, prenons l'exemple d'une personne qui a la reconnaissance sociale, mais n'a pas d'argent. Ça peut être n'importe quel héros mis en avant dans les actualités. Par exemple, une personne qui s'est jetée sur une grenade pendant des exercices pour protéger un cadet qui était le responsable de ces exercices, s'est jeté sur une grenade. Oui, il est un héros. Tout le monde le respecte maintenant. Où sa veuve ne passera pas, tout le monde lui serrera la main et dira quel homme héroïque vous avez. Il a sauvé de jeunes recrues avec lui. A-t-il reçu de l'argent pour ça? Non, il n'a pas reçu. Comme un des exemples, un autre exemple, quand une personne est vivante. Oui, la reconnaissance sociale. Il faut comprendre très clairement ce qui est une ressource clé pour moi. Je réponds à la première question. Oui, pourquoi j'ai tout, mais je ne me sens pas heureux. Tu n'as rien pour être heureux. Si tu avais, c'est banal. Si tu avais tout pour être heureux, tu serais heureux. C'est comme la programmation. Quand tu écris un programme, le programme ne fonctionne pas. En Pascal ou ailleurs, n'importe quel langage de programmation, tu le donnes à ton mentor ou professeur. Tu dis, j'ai tout écrit correctement, mais le programme ne fonctionne pas. Ça n'existe pas. Tu ne vois juste pas l'erreur. Et le professeur corrige ton erreur. Et le programme commence à fonctionner. Tu comprends? Si tout est correct, ce n'est que la moitié du contenu, la version complète est sur mon canal Telegram privé. Si tu es prêt à devenir plus fort, suis le lien dans la description et consulte-le.